Il y a dans certains regards une lueur indomptable qui défie les années et les coups du sort. Le 6 septembre 2020 est tel que s'éteignent les yeux de Jean-Paul Belmondo. C'est cette lueur qui disparaît jamais, cette étincelle de défi, de rébellion, d'insoumission qui avait fait de lui l'incarnation même du héros français. Mais derrière cette image d'éternelle jeunesse, derrière ce sourire au coin qui avait séduit des générations entières, se cachait un homme profondément marqué par les blessures d'une vie dévorée par le spectacle. Imagine un instant, cet homme qui bondissait de tour à tour, qui se suspendait aux hélicoptères, qui défiait le mort et chaque cascade et finit ses jours diminués par un AVC. Incapable de parler pendant 2 heures. Regardant ses amis disparaître un à un dans le silence de ce solitude dorée. Cette ironie cruelle révèle toute la tragédie cachée de Jean-Paul Belmondo, le fauve invincible. Se laisser dévorer par les machines qu'il pensait dompter. Car voici ce que vous le savez paix sur Bébel, derrière chaque sourire public se cachait une mélancolie grandissante, derrière chaque cascade spectaculaire une fuite en avant désespérée. Derrière chaque triomphe au box-office, l'angoisse sourde d'un homme qui sentait couler mais plus pour son personnage que pour ce personne. Jean-Paul Belmondo n'était pas seulement un acteur. Il était devenu prisonnier de sa propre légende pendant 50 ans. Il a nourri de son sens de ce sueur une industrie qu'il façonnera du, puis abandonné que son corps cesse de pouvoir servir, pendant 50 ans. Il a sacrifié ce centre, ses relations, sa tranquillité sur l'autel d'un public insatiable qui réclamait toujours plus d'audace. Plus de panache, plus de cette énergie vitale qu'il possédait naturellement aujourd'hui. Nous allons vous révéler l'autre visage de Jean-Paul Belmondo, peu celui du héros intemporel, mais celui de l'homme qui pleurait seul dans son hôtel particulier. Celui qui s'accroche désespérément à ses derniers amis pour ne te sombrer dans l'oubli. Celui qui a payé au prix force conditions d'icône nationale, une histoire de solitude, de sacrifice et de désillusion que le cinéma français a soigneusement caché derrière l'image du magnifique éternel. Pour comprendre comment Jean-Paul Belmondo est devenu à la fois une légende et une victime, il faut retourner à l'origine de sa construction mythologique. Dans cette France des années 1960 pleine révolution culturelle, Jean-Paul Charles Belmondo naît le 9 avril 1933 à Neuilly-sur-Seine, dans une famille d'artistes qui baignent déjà dans l'univers de la création. Son père Paul Belmondo, sculpteur reconnu d'origine italienne et sa mère Sarah Venori, peintre, lui transmet très tôt le goût de l'art et de la performance mais contrairement à l'image d'Épinal qui ferait plus tard un voyou parisien. Le jeune Jean-Paul grandit dans un environnement bourgeois cultivé. Cette origine sociale privilégiée serait soigneusement gommée par les machines hollywoodiennes françaises, qui préférera construire le mythe d'un bad boy sorti des rues. Cette première mystification révèle déjà comment l'industrie veut s'emparer de ses personnalités pour le transformer. Produit commercial. L'adolescence de Belmondo se déroule sous l'occupation. Période cruciale qui forge son caractère rebelle et son besoin viscéral de liberté. Mais c'est surtout ses passions pour les box qui révèlent sa vraie nature, celle d'un combattant, d'un homme qui a besoin d'affronter le danger pour se sentir vivant. Entre 1949 et 1950. Il remporte 3 victoires consécutives par KO au premier round avant d'arrêter. Conscient que ce sport transformait déjà son visage, cette décision précoce d'abandonner les box révèle une lucidité remarquable sur les risques qu'il acceptait de prendre. Mais paradoxalement, c'était exactement cette même attitude qu'il adopterait plus tard au cinéma, prendre tous ces risques. Jusqu'à ce que son corps ne puisse plus suivre, le box lui va prévenir ses échos. Le cinéma lui apprendra et donner spectacle son passage au Conservatoire national d'art dramatique de 1952-1956, le mur contact avec ceux qui deviendront ses compagnons de route. Jean Rochefort, Claude Rich, Jean-Pierre Marié, Guy Bedos. Cette bande du conservatoire forme une génération d'acteurs qui va révolutionnaire. Cinéma français des années 1960, mais déjà, Belmondo se distingue par son refus des codes classiques, son naturel dérangeant. Sa manière de transformer chaque rôle en prolongement de ses personnalités. Le contexte de l'époque est crucial pour comprendre l'émergence du phénomène Belmondo. La France des années 960 sort de la guerre d'Algérie et découvre les modernités américaines, revendique sa spécificité culturelle face à Hollywood, le mouvement de la nouvelle vague, mené par des cinéastes comme Jean-Luc Godard, François Truffaut et Jean-Pierre Melville, cherche de nouveaux visages capables d'incarner cette France en mutation. Belmondo arrive au bon moment avec le beau profil, ni trop beau comme Alain Delon, ni trop populaire comme Bourvil. Il possède cette beauté cassée, cette élégance désinvolte qui correspond parfaitement à l'air du temps, son légèrement de travers. Conséquence de ces années de Boc devient un atout. Il humanise ce beau-temps, leur accessible tout en préservant son charisme. Ses rencontres avec Jean-Luc Godard en 1959. C'est son destin. Le réalisateur, séduit par son naturel et son charisme brut, lui propose le rôle de Michel Poicard dans Ce bout de souffle. Cette collaboration révolutionnaire donne naissance à un nouveau type de héros, ni tout à fait bon, ni tout à fait méchant. Insaisissable et fascinant, le film sort en 1960 et provoque un séisme dans le cinéma français. Mais ce triomphe initial contient déjà les vers de ce qui deviendrait plus tard un piège. Godard ne s'est pas contenté de diriger Belmondo, il le façonne puisque le transforme en archétype. Le personnage de Michel Poicard devient le modèle sur lequel se calqueront tous les futurs rôles.
De l'acteur, cette typologie d'abord libératrice deviendra progressivement une prison dorée. Le succès de Bout de souffle ouvrait Belmondo les portes de tous les studios français. Philippe De Broc et Henri Verneuil, Claude Lelouch, Jean-Pierre Melville se disputent ses services. En quelques années, il devient l'acteur le plus demandé de sa génération. Capable d'assurer le succès commercial d'un film par sa seule présence. Cette période bénie masque pourtant une réalité plus complexe. Belmondo découvre qu'être une star signifie perdre le contrôle de sa propre image. Les années 1960 voient naître une véritable industrie. Belmondo, producteur-distributeur, journaliste, construisent autour de lui un personnage de fiction qui déborde largement sur sa vie privée. Il doit être séducteur en permanence, désinvolte en toutes circonstances, audacieux dans chaque situation. Cette performance perpétuelle l'épuise psychologiquement tout en le rendant dépendant d'eux. L'adulation publique, sa collaboration avec les nouvelles vagues lui apporte reconnaissance artistique, mais c'est paradoxalement dans le cinéma commercial qu'il trouve sa véritable nature d'acteur. L'homme de rire de Philippe de Broc, 1964, révèle ses talents de cascadeur qui inaugure une longue série de films d'aventure qui feront sa fortune, sa gloire. Mais ses succès populaires le coupent progressivement du cinéma d'auteur qu'il avait révélé. Cette dichotomie entre aspiration artistique et succès commercial traverse toute ses carrières. Belmondo oscille constamment entre le désir de reconnaissance critique et le besoin de plaire. Doit public, cette tension permanente l'amène à accepter des projets qu'il juge parfois médiocres, mais qui alimentent sa popularité. Son contrebanque, l'émergence de ses rivalités supposées avec Alain Delon structure également cette période. Les médias montent en épingle une concurrence qui n'existe peu vraiment qu'entre les deux hommes, mais qui fait vendre des magazines. Cette mise en scène permanente de sa vie privée l'habitue de plus distinguer ses personnalités publiques de son identité profonde. Les années 1970 marquent l'apogée de la gloire belmondienne, mais aussi le début d'un processus de destruction qui va s'étaler sur plusieurs décennies. Borsalino avec Alain Delon, 1970, confirme son statut de superstar européenne. Le Magnifique, 1973, le transforme en héros de cinéma autoparodique, L'heure sur la vilaine. 1975 pousse l'audace des cascades à son paroxysme, chaque film doit surpasser le précédent. Spectacle, en danger. En prouesse physique, cette escalade permanente révèle la logique mortifère dans laquelle s'enferme Belmondo. Plus il vieillit, plus il doit prouver qu'il reste jeune. Plus son corps fatigue, plus il lui impose des preuves, plus le public s'habitue à ses exploits. Plus il doit innover dans les prises de risques. Cette fuite en avant masque une angoisse profonde, celle de décevoir et de vieillir, de perdre cette aurore magique qui fait sa force et sa faiblesse. Les accidents se multiplient sur les plateaux. Main déchirée, topeur sur la ville tentant de s'accrocher à une gouttière. Bref, il tombant à travers une verrière. Muscles tétanisés sur les tours de Brasilia pour l'homme de Rio. Son corps devient un instrument de travail malmené, pousse au-delà de ses limites, mais ses blessures loin de le freiner. L'excite, elle prouve qu'il reste un vrai dur, qu'il n'a besoin de personne pour incarner ses héros. Cette obsession de l'authenticité cachante réalité une forme de narcissisme destructeur. Belmondo refuse systématiquement les doubleurs et les cascadeurs. Non par simple souci professionnel, mais par besoin maladif de prouver ses virilités. Chaque cascade réussie devient une victoire contre le temps qui passe, contre la vieillesse qui menace, contre les critiques qui pourraient douter de sa sincérité. Sa vie privée reflète cette même instabilité permanente, ses relations amoureuses tumultueuses avec Ursule Van Jett. Laurent Antonelli Nati Tardivet révèle un homme incapable de construire des liens durables. Il semble rechercher de l'amour la même intensité que dans ses films, des émotions fortes, des situations extrêmes, des passions dévorantes qui finissent toujours par s'épuiser. Les années 1980 voient Belmondo atteindre le sommet de sa popularité avec Le Professionnel de Georges Lautner. Mais ce triomphe tardif masque une réalité plus sombre. D'acteur de 50 ans commence ressentir physiquement le poids de ses excès, son visage s'empâte, ses démarches se ralentit imperceptiblement. Ce cascade demande plus de préparation, le mythe de l'éternel jeune homme se fissure. Même si le public ne s'en aperçoit pas encore, cette période révèle aussi l'isolement croissant de Belmondo. Ses anciens complices du conservatoire suivent des chemins différents. Ses histoires d'amour s'enchaînent sans apporter la stabilité qu'il recherche secrètement. Il devient progressivement prisonnier de son image publique, incapable d'avouer ses doutes, ses fatigues, ses moments de désespoir. Le Magnifique doit rester magnifique en toutes circonstances. L'industrie du cinéma français profite cyniquement de cette fragilité cachée. Producteurs et réalisateurs exploitent son besoin de reconnaissance pour lui imposer des rôles de plus en plus stéréotypés. Belmondo devient une marque, un label de qualité commerciale plus qu'un acteur et part entière. Cette instrumentalisation progressive de son talent le conduit vers une impasse artistique dont il ne sortira jamais vraiment. Le 8 août 2001, dans les maisons de son ami Guy Bedos du Myrtle-Court, Jean-Paul Belmondo s'effondre. L'accident vasculaire cérébral qu'il frappait 68 marque les fins brutales d'un mythe et le début d'un calvaire que ses fiertés l'empêchèrent toujours d'avouer publiquement. Cet homme qui avait défié toutes les lois de l'épesanteur, qui avait survécu à toutes les cascades,
qui semble invulnérable découvre soudain sa mortalité de la manière la plus cruelle qui soit. La paralyse le côté droit de son corps et lui vole ses paroles, cet homme dont le voix éraillé. Charismatique avait séduit des générations entières se retrouve réduit au silence. Baraguino selon ses propres mots quand il retrouve enfin l'usage de les paroles, cette épreuve révèle toute la cruauté du destin. Celui qui avait fait du verbe et du geste et ses armes les plus sûres se voit privé des deux vues. Fois ce qui suit relève du déni collectif organisé. Le France ne peut plus accepter que son héros national soit diminué, les médias minimisent l'ampleur. Des séquelles, les proches parlent de convalescence plutôt que d'handicap. L'entourage professionnel évoque un retour proche qui ne viendra jamais vraiment. Cette conspiration du silence prive Belmondo du droit d'être plat, de montrer sa faiblesse, d'accepter ces nouvelles conditions. Les témoignages de ses proches révèlent l'ampleur de sa détresse. Philippe Labro confie que son œuvre serait une tragédie non seulement pour lui, mais pour toute sa famille et ses amis. Charles Gérard, son complice de toujours, le voit pleurer seul dans son hôtel particulier, est incapable de sortir. Devenu l'ombre de lui-même, ces révélations tardives montrent à quel point l'image publique de BDF masquait une souffrance immense, mais le plus terrible, c'est que Belmondo refuse d'abdiquer, malgré ses difficultés d'élocution, malgré sa mobilité réduite. Il accepte un 2008 de tourner un homme et son chien sous les directions de Francis Huster. Ce dernier film révèle un homme rongé par l'orgueil, incapable d'accepter que sa carrière se finisse. Prêt à humilier publiquement sa condition pour prouver qu'il reste le magnifique. Les images de ce tournage soigneusement contrôlées montrent qu'un Belmondo amaigri mais souriant, elle cache la réalité des séances de rééducation quotidienne, de moments de découragement, des crises de rage contre un corps qui ne lui obéit plus. Francis Huster, par amitié, accepte d'adapter constamment le tournage aux limites de son acteur, transformant ce qui devait être un film thérapie déguisé. Cette obstination pathétique révèle toute la tragédie de Belmondo. Il ne sait exister sans les caméras, sans l'adulation, sans cette drogue que représente l'admiration du public. L'œuvre ne l'est pas seulement privé de ses moyens physiques, il l'est coupé de ses sources vitales d'énergie. Cet homme qui tirait sa force de l'amour des autres se retrouve brutalement sauvé de cette reconnaissance qui le maintenait en vie. Les années qui suivent voient s'installer une solitude de plus en plus pesante. Ses anciens complices du conservatoire disparaissent. Anne Règle Rochefort 201 à Claude Rich en 2017. Jean-Pierre Mariel en 2019. Chaque enterrement d'amis devient pour Belmondo un rappel cruel de ce propre mortalité et de l'effacement progressif de sa génération. Guy Bedeau, son plus vieil ami, s'éteint en mai 2020. Cette perte achève de l'isole, l'homme qu'il avait accueilli chez lui en corps qui avait assisté impuissant son œuvre et ce qui était reste son confident le plus fidèle, le laisse définitivement seul face à ses démons. Les témoignages rapportent qu'après cette disparition, Belmondo ne sort plus de chez lui, plongé dans une profonde solitude. Sa relation avec Barbara Gandolf, cette femme de 42 ans saccadée, illustre parfaitement sa détresse affective. Cette liaison tumultueuse, marquée par des accusations d'escroquerie et des réconciliations pathétiques, révèle un homme prêt à tout pour de l'affronter la solitude. Peu importe que cette femme manipule financièrement, peu importe que sa famille s'y oppose, qu'elle représente sa dernière chance d'être aimée pour autre chose que ses souvenirs de gloire le plus révélateurs, c'est ses réactions aux critiques de son entourage concernant cette relation. Ce pourrait être mon choix et mon droit de vivre avec une femme malhonnête, seule et te regarderait que mon, déclare-t-il de Paris même. Cette phrase révèle un homme qui renonçait à être respecté pourvu qu'il soit encore désiré. L'orgueil légendaire de Bébel se mulque en acceptation désespérée de l'humiliation. Ces dernières années sont ponctuées de chutes répétées littéraires et métaphoriques. Une terrible chute en septembre 2019 l'affaiblit encore davantage, isolé par la pandémie de Covid-19. Il vit ces derniers mois dans un hôtel particulier parisien qui ressemble de plus en plus à mausolée. Les rares visites qu'il reçoit révèlent un homme diminué et nostalgique, accroche le souvenir de sa gloire passée quand il s'éteint le 6 septembre 2021. C'est paradoxalement un soulagement pour ceux qu'il aimait vraiment. Cet homme qui avait toujours refusé la défaite venait de livrer son dernier comble. 20 ans de résistance acharnée contre un corps qu'il avait lâché, contre un temps qu'il avait rattrapé, contre une industrie qu'il avait oubliée dès qu'il avait cessé d'être rentable. Ses morts libèrent enfin Jean-Paul Belmondo de Jean-Paul Belmondo. Après avoir exploré les zones d'ombre de la vie de Jean-Paul Belmondo, nous devons nous interroger sur ce que révèle cette trajectoire de l'industrie du spectacle et de la société française dans son ensemble, car l'histoire de BDF n'est pas seulement celle d'un homme exceptionnel rattrapé par ses démons. C'est le miroir d'un système qui produit des icônes pour mieux les consommer. Notre analyse nous amène à une conclusion troublante et Jean-Paul Belmondo était le premier acteur français de subir pleinement les effets de la starisation américaine. Cette machine fabriquée des mythes vivants importe d'Hollywood dans les années 960. Transforme les artistes en produits de consommation culturelle. Belmondo paye le prix de cette révolution dont il était le faux l'acteur et la victime. Il faut comprendre que sa génération d'acteurs a vécu une transition historique unique. Avant lui, les stars françaises comme Jean Gabin ou Michel Morgan conservaient une distance avec leur public, préservaient leur mystère, restaient maîtres de leur image. Belmondo inaugure l'ère de la transparence obligatoire et de l'exhibition permanente.
De vraies confusions organisées entre l'homme et le personnage. Cette évolution correspond à l'émergence de la société de spectacle analysée par Guy Debord. Belmondo devient l'un des premiers spectacles vivants du cinéma français. Il ne joue plus seulement dans des films qu'il incarne un divertissement permanent, ses cascades, ses liaisons, ses déclarations. Ses accidents deviennent autant d'épisodes d'un feuilleton national d'où il est le héros. Involontaire le plus pervers de ce système. C'est qu'il présente cette exploitation comme un privilège. Belmondo est censé être chanceux d'être aimé par des millions de Français. Privilégié de pouvoir vivre de ses passions, cette inversion des valeurs masque la réalité de son aliénation. Il devient progressivement étranger à lui-même. Prisonnier d'une image qui lui échappe, sa résistance héroïque au doublure de cascadeur révèle toute l'ambiguïté de sa position. Refusons les protections que lui offre l'industrie. Il affirme sa liberté d'artiste, mais cette liberté apparente cache une soumission plus profonde. Celle d'un homme qui n'existe plus que par et pour le regard des autres. Chaque cascade devient une offrande sacrificielle d'un public insatiable. Nous pensons que Belmondo illustre parfaitement le syndrome de l'artiste dévoré par sa propre création, comme Edith Piaf, comme James Dean, comme Marilyn Monroe. Il devient victime de l'archétype qu'il a contribué à créer. Le héros français éternel ne peut vieillir, ne peut faiblir, ne peut pas montrer ses failles sous peine de trahir les attentes de tout un peuple. Cette pression constante explique ses difficultés relationnelles. Comment construire une relation authentique quand on est d'abord un symbole national? Comment aimer être aimé que chaque geste est interprété, analysé, jugé? Belmondo cherchait toute sa vie des femmes capables de voir l'homme derrière la légende. Mais il était lui-même incapable de dissocier les deux. Son accident vasculaire cérébral révèle la cruauté du système qu'il avait nourri. Dès qu'il cesse d'être performant, l'industrie l'abandonne. Les producteurs qui se disputaient ses services disparaissent. Les médias qui l'encensaient se détournent. Le public qui l'a dû les passer autre chose. Cette ingratitude collective montre l'ampleur de la déshumanisation qu'il subit. Ce qui nous frappe le plus de cette histoire, c'est les dimensions genrées de son exploitation. Qui préfère souffrir un silence plutôt que d'avouer ses limites? Cette virilité performative le littéralement tuer petit feu. Son refus obstiné des cascadeurs relève moins du professionnalisme que de l'effort panique d'être perçu comme moins homme, dans une société qui valorise les prises de risques masculines. Belmondo pousse cette logique jusqu'à l'autodestruction. Il préfère abîmer son corps plutôt que son image de dur. Cette masculinité hegemonique explique aussi son incapacité à demander de l'aide, se sentir se dégrade. Un vrai homme ne se plaint pas, montre pas ses souffrances, ne reconnaît pas ses limitations. Belmondo reste fidèle à ce code machiste jusqu'au bout. Refusons d'avouer publiquement l'ampleur de ses séquelles finalement. Nous pensons que Jean-Paul Belmondo mérite notre compassion autant que notre admiration. Il était le cobaye d'une expérience sociale dont nous mesure aujourd'hui il ravage. Sa génération d'acteurs tout vers le voué à l'épipélisation de l'art. Sans soupçon des conséquences psychologiques de cette révolution, son héritage artistique demeure immense. 50 ans de cinéma, 160 millions de spectateurs. Des dizaines de films cultes qui continuent d'émouvoir, mais son véritable legs réside peut-être dans cette leçon douloureuse. L'art ne devrait jamais devenir un sacrifice humain. Aucune gloire ne vaut ni perdre son amie et les silences qui parlent plus fort que tous. Les discours. Il y a des absences qui résonnent plus profondément que toutes les présences. 3 ans après ça, disparition de Jean-Paul Belmondo continue de nous hanter. Non pas seulement comme l'icône du cinéma français qu'il fut, mais comme le symbole mélancolique d'une époque révolue. Les héros étaient encore humains. Regardez cette dernière photo de lui, prise quelques mois après sa mort. Observez ce regard fatigué qui garde pourtant une étincelle de malice, ce sourire en coin qui ne parvient plus à masquer l'immense lassitude de l'âme. C'est le visage d'un homme qui a cessé de lutter contre le temps, qui va enfin accepter que certaines batailles ne peuvent pas être gagnées aujourd'hui encore. Quand Chim et Ennio Morricone s'élèvent dans un café, que les premières images du professionnel apparaissent à la télévision, que ce vaudérail résonne d'opeur sur la ville. Quelque chose d'indéfinissable nous serre le cœur. Ce n'est pas seulement de la nostalgie cinématographique, c'est la reconnaissance inconsciente d'une époque où vous croyez encore aux héros invincibles et art. Qu'est-ce qui nous fascine dans cette tragédie? C'est peut-être la découverte derrière le masque du cascadeur intrépide se cachait un homme qui avait simplement peur de vieillir. C'est les révélations que nos idoles les plus solides portent parfois les fissures les plus profondes. C'est les compréhensions troublantes que la gloire peut devenir une prise aussi dorique, cruelle, dans une époque où les réseaux sociaux transforment chacun performé de sa propre existence. Où l'image compte plus que les substances, la jeunesse éternelle devient une obsession collective. L'histoire de Belmondo résonne avec une actualité glaçante. Elle nous rappelle que derrière chaque success story se cache parfois d'une humanité sacrifiée sur l'autel du spectacle. Chaque fois qu'un acteur refuse une doublure par orgueil. Chaque fois qu'une star cache sa détresse derrière son sourire professionnel. Chaque fois qu'un artiste préfère souffrir un silence plutôt que d'avouer ses vulnérabilités. L'esprit de Belmondo revient un peu, car il incarne avec une intensité tragique. Cette tendance française transforme ses héros en martyrs de leur propre légende. Si Belmondo avait vécu notre époque avec nos connaissances sur le sentimental que nos thérapies spécialisées, notre acceptation relative de la fragilité masculine aurait-il connu un destin différent?
Ou était-il condamné par sa nature mère, par cette soif d'absolu qui faisait défaut sa grandeur artistique et sa perte existentielle? La question restera jamais sans réponse, mais peut-être est-ce son véritable héritage. Nous interroger sur notre propre rapport des performances, sur nos propres peurs du vieillissement. Sur notre tendance à sacrifier notre humanité pour préserver notre image, Belmondo, dans sa grandeur et sa misère. Notre miroir dérangeant sur nos propres fragilités masculines, il reste le magnifique. Bien sûr, il reste celui qui nous a fait rêver d'aventure et de liberté. Celui qui incarnait cette France désinvolte, charmante et trente glorieuse, mais il reste aussi désormais l'homme qui paye le prix de cette magnificence. Alors les prochaines fois que vous verrez son visage juvénile sur une affiche vintage, que vous entendrez ses voix dans un dialogue culte, rappelez-vous que derrière cette éternelle jeunesse se cachait un homme qui n'a jamais cessé de courir après le temps qui passe, et qui finalement a accepté de perdre cette course avec la dignité de ceux qui ont tout donné le faux sais-tu. Mais son rugissement résonne encore dans nos mémoires. Mélange indissociable de joie et de mélancolie, de triomphe et de défaite. D'humanité et de légende, certains marquent leur époque, d'autres deviennent prisonniers. Jean-Paul Belmondo était les deux à la fois.